Préparez-vous à plonger dans un univers où les ombres du mythe et la dure réalité s'entremêlent, où le nom d'Al Capone résonne encore avec une puissance inégalée dans les annales de l'histoire. Son image vacille entre celle d'un Robin des Bois romantique, ouvrant des soupes populaires durant la Grande Dépression, et celle d'un monstre de sang-froid, orchestrateur du sanglant massacre de la Saint-Valentin. Mais si la vérité, comme c'est souvent le cas, était bien plus complexe que toute spéculation, et si Al Capone n'était pas qu'un simple gangster mais un homme d'affaires criminel de génie dont les motivations étaient étonnamment rationnelles et compréhensibles. Aujourd'hui, nous allons vous révéler l'incroyable histoire de la façon dont le fils d'immigrés italiens démunis est devenu le roi incontesté du monde criminel de Chicago. Immergez-vous dans la véritable chronique d'Al Capone telle que vous ne l'avez jamais entendue. En pleine crise financière de 1893, qui paralysa l'économie des États-Unis pendant de nombreuses années, Al Gabriel et Teresa Capone, les futurs parents d'Alfonso, arrivèrent en Amérique. Cette dépression économique entraîna la faillite de plus de 15 000 entreprises et 500 banques. Et le taux de chômage grimpa à 17-19% contre une norme de 4 à 6%. La famille Capone s'installa dans le quartier de Brooklyn à New York où la situation de l'emploi était encore plus critique, le chômage atteignant 25%. Les opportunités de travail étaient réservées aux spécialistes hautement qualifiés, une catégorie à laquelle les immigrés italiens, principalement des paysans du sud de la péninsule Apennine, n'appartenaient pas. La plupart d'entre eux étaient analphabètes et ne possédaient aucune profession urbaine, ayant fui la dure vie rurale pour le Nouveau Monde. En moyenne, une famille nouvellement arrivée à cette époque possédait environ $17, ce qui suffisait à peine pour une semaine ou une semaine et demie. Pour ne pas mourir de faim, les Italiens s'accrochaient à toute opportunité. La plus courante et accessible était de travailler dans la construction, où ils transportaient des briques par les escaliers, gagnant 15 cents de l'heure et cédant souvent une partie de leur salaire au contremaître pour ne pas perdre leur emploi. Il était évident qu'avec de tels gains, il ne pouvait être question d'une vie luxueuse. Les immigrés se nourrissaient chichement et partagèrent souvent des appartements avec plusieurs familles. Et le logement lui-même pouvait être dépourvu de gaz ou d'électricité. Gabriel Capone fut plus chanceux. Dans son pays natal, il avait travaillé comme barbier. Et à cette époque, les barbiers ne se contentaient pas de couper les cheveux. Ils soignaient également les dents, pratiquaient des saignées et, plus important encore, lisaient des lettres aux analphabètes, c'est-à-dire qu'ils étaient des personnes instruites. Ce fait permit à Gabriel de trouver un emploi assez satisfaisant dans une épicerie et d'économiser suffisamment d'argent pour ouvrir sa propre barberie sur Park Avenue. Au moment de la naissance d'Al, le 17 janvier 1899, son père possédait déjà sa barberie et la famille vivait dans un bon appartement situé juste au-dessus. Outre Alfonso, Teresa et Gabriel eurent 7 autres enfants. Les années scolaires d'Al, jusqu'à la 6e année de primaire, ne différaient pas beaucoup de la vie des autres enfants. Il était un élève consciencieux, avec de bonnes notes et possédait une intelligence extraordinaire. Mais ensuite, la rue intervint et le tempérament impétueux d'Alfonso commença à se manifester. Il commença à sécher souvent les cours et lors de son dernier semestre, il ne se présenta que 33 fois sur les 90 nécessaires, ce qui l'aurait automatiquement fait redoubler l'année. Pour cette raison, l'enseignante convoqua Capone, mais Al ne put supporter longtemps les sermons et frappa durement l'enseignante, se fermant ainsi la porte de l'école où, d'ailleurs, il n'avait pas une grande envie de retourner. Il faut dire que pour la partie masculine de la famille Capone, ce n'était pas une nouveauté. De tous les frères, seul le plus jeune parvint à terminer le lycée. Ayant quitté l'école à 14 ans, Al tenta plusieurs emplois légaux. Il réussit à travailler dans un bowling, dans une pâtisserie, dans une imprimerie et même dans une fabrique d'armes. Pendant son temps libre, il s'entraînait au baseball, nourrissant le rêve de devenir un joueur professionnel. Mais la carrière de joueur ou de pâtissier exceptionnel n'était pas destinée à Capone. La rue l'absorba complètement et c'est là qu'il commença à apprendre le métier de toute sa vie. Les rues où Capone passa son enfance étaient régies par des gangs. Et de surcroît par des gangs de jeunes. On ne pouvait certes pas les appeler des gangsters. C'étaient de simples gamins des rues, se livrant à de petits larcins et organisant des bagarres pour s'arracher les petites sommes volées. Ils cassaient les vitres des fenêtres et les lampadaires, volaient de la nourriture aux vendeurs du marché et se livraient à toutes sortes de vandalismes qu'un esprit jeune et rebelle pouvait concevoir. Puis ils se réunissaient dans leur base, dans un bâtiment abandonné où ils fumaient des cigares bon marché, jouaient aux cartes et s'amusaient simplement. Cependant, ce n'étaient ni les cigares, ni les cartes, ni même la soif de gain qui poussait les adolescents des bas-fonds à se regrouper. La véritable raison était le danger de l'existence isolée. En termes simples,
Un enfant aurait eu du mal à se déplacer normalement dans son quartier, sans parler d'un étranger, sans faire partie d'un gang. Des coups et des vols constants de la part de ses pairs l'auraient attendu à chaque pas. Et Al Capone se basa exactement sur les mêmes motivations lorsqu'il rejoignit son premier gang, appelé les Dépeceurs de South Brooklyn, qui dominait dans le Lower East Side de Manhattan. N'y restant pas longtemps, il passa au gang des 40 jeunes voleurs, qui avait un statut plus élevé et était une organisation affiliée au puissant gang adulte des 5 points. À la même période, Al fit la connaissance de Frankie Yale, un homme qui allait jouer un rôle significatif dans la vie de Capone. C'est Yale qui introduisit Capone dans le gang des 40 jeunes voleurs et plus tard également dans le gang des 5 points, et lui donna aussi son premier emploi stable. Après la rencontre avec Frankie, l'appartenance au gang pour Al cessa d'être une simple protection contre l'environnement. Il commença à y voir une opportunité. Frankie Yale, tout comme Capone, débuta son parcours criminel dans les gangs des 40 jeunes voleurs et des 5 points. Au début, il se livrait à des vols et agressions, mais comprit rapidement qu'il était au-dessus de ce type d'activité criminelle et prit le contrôle des fournisseurs de glace naturelle de Brooklyn, leur garantissant une protection. Ayant accumulé une somme suffisante grâce à ce type d'activité, Yale acquit le bar le plus prospère de Coney Island à ce moment-là et le nomma Harvard. L'établissement possédait sa propre piste de danse. Un orchestre jouait pour les clients et au comptoir du bar, on était toujours prêt à vendre de l'alcool pour tous les goûts. Outre le bar, les sources de revenus de Yale incluaient toutes sortes de raquettes, de courses de chevaux et de paris. Il possédait un funérarium, le café Sunrise, une petite production de cigares et acquérait de plus en plus de poids dans le monde criminel de New York. Telle était la position de Frankie Yale lorsque Al Capone le rejoignit. Il travailla comme videur au bar Harvard et apprit en parallèle auprès d'un collègue plus âgé les subtilités de la gestion des affaires criminelles, exécutant ses nombreuses missions. C'est précisément avec le travail de videur qu'est liée l'histoire de la célèbre cicatrice d'Al, pour laquelle il gagna le surnom de Scarface. Un soir, alors que Capone exerçait ses fonctions au bar, un petit gangster, Frank Galluccio, entra pour un verre de thé en compagnie de sa sœur Lena. La voyant, les hormones masculines d'Al s'emballèrent, à tel point que la tête n'était plus le premier endroit où le sang entendait affluer. Capone tenta toute la soirée de lui parler, mais ne réussit en aucune manière à attirer son attention. Finalement, rassemblant ses forces, Al fit un commentaire sur son « derrière », précisant qu'il était admiratif de sa forme et le prononçant en général comme un compliment. La jeune fille n'apprécia pas l'enthousiasme du jeune Italien et se plaignit à son frère. Galluccio, voyant que l'adversaire le dépassait de presque le double en taille, décida de donner une leçon à Capone à l'aide d'un couteau. Décidant de frapper pour tuer à la gorge, il rata et frappant 3 fois, le blessa sous l'oreille gauche, sous la mâchoire et enfin, lui coupa la joue gauche de l'oreille au coin de la bouche. Puis il saisit sa sœur et s'enfuit du bar le plus vite possible. Al fut transporté à l'hôpital où il reçut environ 30 points de suture. De retour de l'hôpital, Capone se mit d'abord en quête d'informations sur Galluccio et tenta de découvrir où le trouver pour se venger. Mais Galluccio, l'ayant appris, le trouva le premier. Il s'adressa au chef du crime organisé de New York de ces années-là, Giuseppe Masseria, pour régler l'affaire. Masseria réunit les deux parties en conflit au Harvard et lors de la discussion établit que Capone avait offensé la sœur de Galluccio et que tout ce qu'il pouvait obtenir, c'était des excuses pour les cicatrices subies. Galluccio les lui présenta immédiatement, ils se serrèrent la main et le conflit fut oublié. De plus, Al, pendant les années de pleine prospérité de ses affaires, lorsqu'il venait à New York, employait Galluccio comme garde du corps pour $100 par semaine. Cet incident ne gâcha pas l'opinion de Yale sur Capone, bien au contraire. Frankie commença à faire de plus en plus confiance au jeune Italien et à lui confier des missions de plus en plus sérieuses. Al tua 2 fois sur ordre de Yale, et il n'est même pas nécessaire de parler des passages à tabac constants de personnes indésirables au boss. Un tel zèle et cette promptitude à recourir aux mesures les plus extrêmes furent récompensés. Et en 1918, Capone obtint une position de leadership au sein du gang de Frankie Yale. L'année 1918 fut significative pour Al Capone, non seulement en raison de son ascension professionnelle. Au début de l'année, lors d'un bal, il fit la connaissance d'une grande et fragile blonde aux grands yeux, d'origine irlandaise, nommée Mae, et en tomba immédiatement amoureux. Le 4 décembre de la même année naquit leur fils et le 30 décembre fut célébré leur mariage. Cependant, la vie conjugale n'eut pas le temps d'adoucir le tempérament de Capone qui se manifesta à nouveau et bouleversa sa vie. Il se querella avec un membre du gang irlandais, Main Blanche, Arthur Finnegan, qui l'avait insulté et le frappa à tel point qu'il resta à l'hôpital pendant 2 semaines et fut sauvé par miracle.
L'apprenant, William Lovett, l'un des leaders du gang Main Blanche et en même temps son membre le plus cruel, déclara une véritable chasse à Hal, chargeant ses hommes de l'identifier et de le retrouver. Et les cicatrices sur le visage de Capone simplifiaient grandement la tâche aux hommes de Lovett. Yale comprit qu'Hal ne pourrait pas se cacher longtemps et que tôt ou tard, la Main Blanche le rattraperait. Il appela donc son ami Torrio et s'arrangea pour transférer Capone à Chicago. Quelques années suffiraient pour que Lovett se calme et que l'affaire soit oubliée. À la fin de 1919, Yale envoya Al Capone à Chicago. Si Yale avait enseigné à Capone la cruauté et l'intransigeance envers ses ennemis, en arrivant à Chicago et en rencontrant Torrio, Hal commença à apprendre à gérer les affaires criminelles où le mot « affaire » avait le poids le plus important. Mais avant de commencer à raconter comment Al Capone a débuté son parcours à Chicago, il convient de faire un pas en arrière et de raconter qui était John Torrio, comment il est arrivé à Chicago et qui était son patron, James Colosimo. Sans ces informations, la narration ultérieure serait incomplète et les motivations des protagonistes pas entièrement claires. James Colosimo, surnommé Big Jim, est arrivé à Chicago à l'âge de 10 ans. Initialement, il a travaillé comme cireur de chaussures et vendeur de journaux, mais en grandissant, il s'est de plus en plus tourné vers des affaires illégales. À 18 ans, il avait perfectionné l'art du vol à la tire et était devenu le protecteur de plusieurs femmes charmantes. Mais quelque chose s'est mal passé, la police a mis la pression sur Colosimo et il a abandonné les affaires criminelles, devenant temporairement balayeur. Mais comme on dit, on ne perd pas la main. Et James, avec ses collègues, a organisé un club sportif social, devenant les principaux pourvoyeurs de voix aux élections pour les conseillers Coughlin et Kenna. Pour ce service, Colosimo a obtenu le poste de chef de parti de quartier et a commencé à collecter de l'argent auprès des maisons closes et des casinos en échange de la protection offerte par Coughlin et Kenna. Et en 1902, il a épousé Victoria Moresco, propriétaire de 2 maisons closes. Bientôt, ces entreprises ont été confrontées aux attaques d'une organisation criminelle clandestine appelée la Main Noire. Après avoir un peu lutté contre eux, il a compris qu'il ne pourrait pas y arriver seul et a demandé l'aide du cousin de sa femme de Brooklyn, John Torrio. Oui, John Torrio était aussi de Brooklyn. Et si Al Capone avait été un peu plus âgé, il aurait pu rencontrer Torrio plus tôt, car celui-ci protégeait la boutique de Gabriel Capone quand Al était encore un enfant. John ne possédait pas une masse musculaire imposante, ni des compétences particulières en combat de rue, mais il compensait amplement tout cela par son intelligence extraordinaire et sa surprenante capacité à se faire les bonnes amitiés. Torrio était ce que l'on appelle un criminel intellectuel. Son ascension a commencé comme promoteur de boxe, truquant les résultats des matchs en faveur de ceux qui payaient bien. Ayant ainsi accumulé une certaine fortune, Torrio a acheté un bar dans le Lower Manhattan et a loué les locaux adjacents, les transformant en maisons closes. Petit à petit, John a commencé à rassembler des personnes fidèles. Et finalement, l'union de voyous sous la direction de Torrio a été appelée les garçons de James Street. Les bandits le respectaient pour son intelligence et pour le fait qu'il ne trompait jamais ses hommes. La répartition des gains du gang était l'affaire exclusive de Torrio. Et généralement, tout le monde était satisfait de ses résultats et ne s'opposait pas aux décisions du chef. Mais ici, dans le cours paisible de la vie, est intervenue la guerre de territoire entre les gangs de Mankies Man et de Paul Kelly, les 2 plus grands gangs du Lower Manhattan. Les affrontements de rue continuent, attirer la police et entraver les affaires de Torrio. Après avoir travaillé dans de telles conditions pendant environ 2 ans, John a décidé que le Lower Manhattan turbulent n'était pas du tout adapté à ses plans et a vendu toutes ses entreprises dans cette zone, décidant de déménager à Brooklyn où l'environnement était plus calme et la population était composée exclusivement de ses compatriotes italiens. C'est à ce moment-là que James Colosimo s'est tourné vers lui pour demander de l'aide. La Main Noire exigeait $25 000 de Colosimo. Quand Jim ignora le racket, la somme doubla. Torrio entama des négociations et fit semblant d'accepter les conditions. La livraison de l'argent devait avoir lieu à minuit sous le pont près du chemin de fer. Une calèche arriva sur place, à bord de laquelle, avec Torrio, se trouvaient 2 hommes de main, Joey de Andrea et Mac Fitzpatrick. De l'ombre sortirent les bandits de la Main Noire. Le tireur de Torrio ouvrit le feu, tuant 2 d'entre eux et en blessant mortellement un 3e. Les enquêtes judiciaires ultérieures ne jetèrent aucune ombre de suspicion sur Torrio, et le jury établit que le meurtre avait été commis par de mystérieux inconnus. Après cet épisode, personne ne désira plus profiter des gains de Colosimo, et Big Jim lui-même, impressionné par le travail de Torrio, lui proposa de rester et de devenir le gérant du bordel Saratoga. John accepta avec joie et à l'âge de 27 ans, il commença sa carrière à Chicago. Peu à peu, de gérant du Saratoga, Torrio en vint à gérer toutes les affaires de Colosimo et commença à recevoir une part des profits totaux. De plus, avec la permission de Big Jim, il ouvrit son propre bar et une maison close. Tout se serait bien passé s'il n'y avait pas eu la création, en 1912 à Chicago, de la police morale, dirigée par l'incorruptible et rigoureux major Funkhauser. Les maisons closes et les salles de jeu en ville commencèrent à fermer les unes après les autres. Mais Torrio démontra encore une fois sa brillante intelligence et réussit à tirer le maximum de bénéfices de cette situation
situation. Le nombre d'automobilistes, grâce aux voitures économiques de Ford, augmentait à vue d'œil, doublant presque chaque année. Torio décida d'ouvrir des établissements routiers en dehors de la ville qui réuniraient à la fois maisons closes, boîtes de nuit et salles de jeu. Là, la police morale n'aurait plus d'autorité et compte tenu de la fermeture massive d'établissements similaires en ville, les clients afflueraient en masse. Et il ne se trompa pas. Les établissements devinrent rapidement populaires. Au total, lui et Colosimo ouvrirent 3 de ces établissements, Burnsam, Speedway et Arrowhead. Et à Chicago même, Torio n'avait pas l'intention de renoncer à l'ouverture de maisons closes. Il acquit un bâtiment de 4 étages avec le numéro civique significatif 42. En fait, c'est ainsi qu'il nomma son établissement. Au premier étage se trouvait un bar commun. Derrière le comptoir était cachée une échelle. Au deuxième étage se trouvaient les bureaux administratifs. Au troisième, derrière une porte en fer, on jouait. Et au quatrième se trouvait la maison close. Mais Colosimo, à cette période, ne s'inquiétait pas du tout et ne cherchait pas de moyen de contourner la situation. Il ouvrit un café, le nomma Colosimo, engagea un chef de renommée mondiale, aménagea une cave à vin et invitait constamment des artistes exceptionnels à se produire. Son café devint le centre de la vie nocturne de la haute société de Chicago et lui-même était un hôte très gentil pour ses clients. Telle était plus ou moins la situation au sein de l'organisation Torio Colosimo lorsque Al Capone arriva à Chicago. Au début, Alfonso travaillait comme videur au club 4-2 et exécutait de petites tâches pour Torio. Pour ceux qui le voyaient pour la première fois, il se présentait comme un vendeur d'antiquités, ce qu'il était en effet. Ou, du moins, il possédait un magasin qu'il avait aménagé avec toutes les babioles qu'il avait réussi à trouver. Peut-être cette activité ne lui rapportait-elle pas d'argent, mais c'était une excellente couverture légale pour ses affaires louches. Cette initiative plut à Torio et il commença à regarder avec plus d'attention le jeune Italien. Par exemple, ce fut lui qui convainquit Capone de fréquenter l'école du soir et de compléter son éducation. Et il enseigna également à Al à s'habiller avec élégance. Capone, à son tour, admirait Torio et absorbait chacune de ses paroles, apprenant comme une éponge. Mais l'apprentissage ne faisait que commencer, car se profilait la prohibition, l'âge d'or des gangsters américains. Il n'était pas entièrement clair comment la prohibition avait été acceptée, car la grande majorité de la population non seulement n'en comprenait pas le sens, mais y était également opposée. Néanmoins, sous la pression de la Ligue anti-saloon, une organisation prônant une soi-disant paix sans péché, en janvier 1919, une résolution fut adoptée interdisant la vente, la production et le transport de produits alcoolisés contenant plus de 0,5% d'alcool. En 1920, cette résolution prit force de loi. Personne alors ne pouvait imaginer les conséquences que cela entraînerait. Pour John Torio, l'introduction de la prohibition signifiait que ses prières avaient été exaucées. Il avait toujours visé à transformer l'activité criminelle en un commerce classique. Les interdictions aidèrent, transformant un commerce classique en activité criminelle. Torio pouvait entrer dans les affaires sans crainte et sans se soucier de la concurrence de ceux qui réussissaient dans ce domaine, car les nouvelles interdictions ouvraient d'énormes opportunités pour une fantastique majoration des prix. Pour un verre de bière qui coûtait 500 et pour un shot de quelque chose de plus fort qui coûtait auparavant 10 cents, on demandait maintenant le double ou même 10 fois plus. Les fournisseurs avaient les mains libres, car la concurrence limitée n'était accompagnée que d'une demande légèrement diminuée. Il n'y avait même pas de pénurie de personnel. La contrebande d'alcool était payée très généreusement et le risque était bien inférieur à celui de toute autre activité criminelle. La peine possible était beaucoup plus clémente. Les sanctions pour les violations de la loi étaient symboliques. La première infraction prévoyait une amende maximale de $1000 ou 1 an de prison. Même les juges fédéraux infligeaient au maximum quelques amendes et très peu de personnes finissaient en prison. La loi était perçue comme une mauvaise plaisanterie. On gagnait de différentes manières grâce à l'interdiction. Certains pillaient les entrepôts d'alcool produits avant la loi, d'autres produisaient des boissons alcoolisées, d'autres encore les transportaient simplement, et d'autres les vendaient en cachette dans leurs établissements. Torio décida de se consacrer aux fournitures en gros, et le seul obstacle était James Colosimo qui ne voulait pas se lancer dans le commerce de l'alcool. Big Jim, à cette époque, avait complètement transféré la gestion de toutes ses affaires à John Torio et lui-même jouissait du statut de star de la haute société que lui avait conféré le café Colosimo et de sa nouvelle bien-aimée, la chanteuse Dale Winter. Il était complètement satisfait de l'état des choses. Torio essaya d'abord de convaincre Colosimo et de lui décrire les perspectives offertes par le commerce de la contrebande d'alcool, mais Big Jim resta inébranlable. Dans une telle situation, John devait prendre des mesures extrêmement décisives.
et lui, avec Al Capone, qui à cette époque avait déjà obtenu un poste de direction dans l'organisation de Torrio, commença à planifier l'assassinat de Colosimo qu'ils décidèrent de commettre dans son café préféré. Ils demandèrent à l'ancien patron de Capone, Frankie Ayerl, d'exécuter la tâche. Par la suite, le portier du restaurant le reconnaîtrait sur une photo, changeant miraculeusement son témoignage lors de la reconnaissance réelle. Le 11 mai 1920, Colosimo arriva à son restaurant, entra par la porte de service, échangea quelques mots avec le comptable Frank Camillo et se dirigea vers l'avant du restaurant. Environ 15 minutes après l'arrivée de Colosimo, les personnes à l'intérieur entendirent 2 coups consécutifs. Pas assez fort pour déclencher l'alarme, mais suffisamment distinctes pour attirer l'attention. Personne ne pensa à des coups de feu. Les détonations ressemblaient davantage au bruit de pneus qui éclatent. Le chef Antonio Cesarina jeta un coup d'œil par la fenêtre sur la rue, mais ne vit rien, tandis que Frank Camillo, abandonnant la comptabilité, sortit par la porte de service côté sud. Derrière lui, la serrure à ressort se referma et Frank dut rentrer par l'entrée principale nord. Avant même d'entrer, à travers les panneaux vitrés, il vit Colosimo qui gisait face contre terre sur le carrelage du hall. La tête était ensanglantée et le corps gisait si près de la porte que Camillo pouvait à peine passer. La position du corps et l'angle de tir indiquaient que Colosimo était de dos à celui qui avait tiré. De là découlaient 2 scénarios possibles. Dans le premier cas, Colosimo était entré dans le hall, tandis que l'assassin, caché dans les toilettes, était sorti derrière lui. Dans le second cas, l'assassin se trouvait face à face avec Colosimo. Mais James se retourna brusquement comme il le faisait lorsqu'il voulait faire comprendre à l'interlocuteur que la conversation était terminée. Une balle frappa le mur près de la caisse, l'autre entra dans la tête de Colosimo, lui inondant le cerveau de sang. Il n'eut pas le temps de sortir son pistolet de sa poche arrière. Finalement, faute de preuves, le meurtre ne fut jamais résolu. Le dernier obstacle ayant été levé, Torrio entreprit une vaste campagne pour créer un empire clandestin d'alcool à Chicago. Al Capone, à ce stade, décida de ne pas retourner à Brooklyn, mais de rester avec Torrio, qui lui témoignait de la bienveillance et dont l'organisation systématique des affaires impressionnait beaucoup Al. Torrio avait en tête de créer une sorte de syndicat de contrebandiers, qui inclurait tous les producteurs, transporteurs et vendeurs d'alcool clandestin, lesquels travailleraient ensemble. Cela permettrait de minimiser les conflits et de transformer l'activité elle-même davantage en un commerce qu'en criminalité. Mais le tempérament impétueux des bandits ne permit pas de mener à bien ce plan facilement. La plupart continuaient à voler de l'alcool dans les entrepôts, à dévaliser les camions transportant la marchandise et, en général, à commettre des actions dont la peine était beaucoup plus élevée que pour la violation de la prohibition et attiraient une plus grande attention de la police, ce qui avait un impact négatif sur l'activité principale. Il ne restait plus à Torrio qu'à convaincre constamment par l'exemple personnel qu'une activité bien organisée était bien plus rentable que des raids et des vols. Il pouvait pleinement compter sur Al Capone dans cette affaire et son élève préféré n'avait pas l'intention de le décevoir, réglant les problèmes dans le style préféré de Torrio, sans éclat et par le biais d'accords. Dans les négociations, Capone recourait rarement à la violence physique. Comme le remarquait un témoin, sans aucun effort conscient, il dégageait une menace en prononçant le mot « s'il vous plaît ». Capone avait un regard spécial en réserve. Il enseignait aux jeunes gangsters à regarder la victime en face, contractant les muscles du cou et gardant les yeux immobiles, comme pour dire « si vous continuez, vous le regretterez amèrement ». Au début, Capone était le gérant du bar 4-2, puis Torrio lui confia les salles de billard et les magasins de cigares, et finalement lui laissa la résolution de toutes les questions à l'intérieur de Chicago, se concentrant lui-même sur l'expansion de la présence dans les banlieues où les profits étaient de loin supérieurs et les autorités locales n'interféraient en aucune manière avec le fonctionnement des établissements. Torrio conclut un accord avec certains des plus grands brasseurs de Chicago, les Stenson, et commença les fournitures en gros de sa boisson pétillante dans les banlieues où la vente d'alcool représentait 90% de toutes les ventes de Chicago. Dans le même temps, Torrio n'oubliait pas un instant son idée de consolider tous les contrebandiers. À cette fin, il trouva une solution combinée juste. Aux petits commerçants, il offrait travail et protection physique, tandis qu'aux grands entrepreneurs indépendants, il proposait une collaboration, des fournitures garanties et la protection du marché de vente. Les membres de la future alliance devaient respecter le territoire mutuel. Personne ne pouvait empiéter sur les frontières d'influence et vendre des marchandises illégales en violation des règles établies par le chef du gang territorial. Il fallait garantir le respect collectif des accords. Bien que les gangs aient le droit d'acheter de la bière et d'autres boissons auprès de n'importe quelle source ou de produire leur propre alcool, Torrio, par ses canaux, était prêt à fournir le nécessaire à un prix raisonnable et les clients assoiffés payaient
pour tout. Torrio possédait également une marchandise plus précieuse, l'expérience et les contacts, si nécessaire pour la contrebande locale. Une offre de ce type avait un caractère complexe et constant, mais était significativement plus avantageuse que la distribution de pots de vin par des contrebandiers individuels à chaque cas de capture. La contrebande devait devenir plus ouverte, comme le commerce des maisons closes de Torrio, qui n'avait aucun problème avec la police. Au moins, il comprit comment il assurerait le fonctionnement continu du mécanisme qu'il était en train de créer. Torrio n'exigeait pas et n'insistait pas, mais persuadait et raisonnait, et il gagna. La deuxième année de la prohibition, Chicago l'accueillit avec une base solide pour la réalisation de combinaisons criminelles, où la police fermait les yeux en échange d'argent et de contacts. Le premier agitateur qui vint perturber l'idylle générale fut Spike O'Donnell, sorti de prison en 1923. Jusque-là, les frères O'Donnell du Sud, ayant perdu leur leader en 1920, travaillaient pratiquement pour Torrio et Capone, vendant leur bière sur le territoire sous leur contrôle. Pour commencer, Spike rassembla les frères, engagea 3 douzaines d'hommes et se mit à dévaliser les camions transportant de la bière d'autrui, le plus souvent appartenant à Torrio. L'étape suivante fut la conclusion d'un accord avec les brasseries de Joliet qui produisaient une bière de meilleure qualité que celle de Torrio. De plus, Spike commença à la vendre à 45 $ le baril alors que celle de Torrio coûtait 50. John, sans trop y réfléchir, baissa le prix à 40. Dans ce scénario, même sur le territoire des O'Donnell, les bars préféraient acheter la marchandise à Torrio et il ne restait plus à Spike qu'à passer aux méthodes de terreur. Il faisait irruption dans les bars et imposait de force la fourniture de sa bière et en cas de refus, détruisait l'établissement. Et même si Torrio aimait négocier, il ne pouvait tolérer une telle anarchie. Unissant ses forces avec les gangs de Ralph Sheldon et Joe Saltis, John frappa lui-même Spike. Il fallut tuer au total 6 hommes d'O'Donnell pour que Spike se retire finalement. Mais ce ne fut que le premier coup de cloche dans le concert des guerres de la bière qui allait déferler sur tout Chicago et coûter de nombreuses vies. En quête de tranquillité et d'ordre, Torrio partit pour l'Italie afin d'aider sa mère à s'établir dans son pays natal où elle avait souhaité retourner. Capone, quant à lui, demeura le seul gérant du gang. Le commerce d'alcool à Chicago étant plus ou moins tranquille et rien ne présageant de problème, Al, en l'absence de Torrio, décida de concentrer son attention sur l'expansion de l'influence dans les banlieues, choisissant pour cela la petite ville de Cicero. Il faut dire que Torrio avait déjà sondé le terrain à cet endroit et avait même divisé la ville avec Klondike O'Donnell qui avait commencé à courtiser Cicero encore plus tôt. Mais ce serait Capone qui ferait de leur organisation les maîtres incontestés de cette petite ville. D'ordinaire, pour conquérir de l'influence dans les petites villes, Capone utilisait toujours le même schéma. Premièrement, ses hommes se rendaient auprès des autorités locales et offraient de l'argent en échange de leur protection. Si celles-ci refusaient, s'ensuivaient des coups et des menaces de représailles. La terreur s'étendait également aux citoyens ordinaires qui exprimaient leur mécontentement face à l'instauration de tels ordres. Finalement, les gens ne résistaient pas et démissionnaient, tandis que les administrateurs suivants étaient beaucoup plus malléables. Dans les villes où régnait un tel ordre, les gens haïssaient Capone. À Cicero, Al décida de suivre une voie légèrement différente. Il ne touchait pas les citoyens ordinaires, mais cherchait par tous les moyens à se faire apprécier. Sous Capone, il n'y avait pratiquement pas de crimes dans les rues, mis à part le commerce d'alcool. Rares étaient les individus qui osaient des vols ou des cambriolages, sachant qu'outre la police, une conversation avec Capone les attendait également. Pour prendre le contrôle de l'administration municipale, Al mit en œuvre une entreprise si audacieuse que les journaux la qualifièrent d'illégalité sans précédent dans l'histoire des élections politiques du comté de Cook. Avant les élections administratives de Cicero de 1924, des représentants du Parti républicain se tournèrent vers Al Capone avec la demande de les aider dans la lutte contre les démocrates. Al accepta avec joie, comprenant qu'avec un résultat favorable, il deviendrait de facto le maître de la ville. Le jour des élections, au moins 12 automobiles à 7 places avec les hommes de main de Capone apparurent dans les rues. Les tueurs armés ne permettaient aux gens de voter que les bons bulletins, et les dissidents étaient agressés et retenus jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. En conséquence, les républicains gagnèrent et Capone obtint une administration sous son contrôle. La seule chose qui obscurcit ce jour fut le meurtre, lors d'une fusillade avec la police, du frère aîné d'Al, Frank Capone. De retour à la fin du printemps 1924, John Torrio fut agréablement surpris par les succès de son élève. Leur empire prospérait. Outre leurs propres saloons et casinos, des établissements locaux dont ni Torrio ni Capone n'étaient officiellement propriétaires, connaissait également la prospérité. 120, ou selon d'autres sources 165, saloons étaient répartis sur une superficie d'environ 10 km² et fonctionnaient à plein régime. En moyenne, un établissement rapportait environ 500 $ par jour. Torrio ne pouvait ignorer une telle croissance de son protégé, et après son retour d'Italie, il fit de lui son associé avec un accord à parts égales. Capone avait enfin atteint ce qu'il convoitait depuis si longtemps. Il était devenu un véritable don, et un bon don. Ses hommes aimaient le boss, l'admiraient et lui obéissaient. Certes,
Il pouvait très bien arranger un subordonné coupable, mais tous savaient qu'Al, pour les siens, irait jusqu'au bout. Un exemple caractéristique fut le cas où Capone prit la défense de l'un de ses protégés, Jack Guzik. Jack n'occupait pas une position élevée à ce moment-là, et la plupart des membres du gang ne le supportèrent pas en raison de sa négligence et de son odeur corporelle désagréable constante. Néanmoins, lorsque Guzik se présenta au 4-2, le visage ensanglanté, Capone en quelques heures retrouva l'agresseur et lui tira dessus à mort directement dans le bar où il buvait. Après cela, même le dernier membre du gang put dire « Si Al a fait tant pour le port de Guzik, que fera-t-il pour nous ?» Après que Spike O'Donnell eut cessé de perturber le bon fonctionnement du système de Torrio, Dion O'Banion entra en scène et donna un nouveau tournant aux guerres de la bière de Chicago des années 20. Le territoire d'O'Banion était frontalier de celui des frères Gianna. Ces derniers, ayant épuisé les ressources de clients sur leur propre territoire, commencèrent à offrir leur bière aux clients d'O'Banion. Sur ce terrain, de petits affrontements entre les gangs commencèrent que Torrio parvint à calmer. Néanmoins, la graine était semée et O'Banion nourrissait de la rancune non seulement contre les frères Gianna, mais aussi contre Torrio et Capone. Une occasion de se venger de ces derniers se présenta presque immédiatement. O'Banion possédait une brasserie appelée Seth. Ayant appris par ses canaux qu'une semaine plus tard, il y aurait une descente de police, Dion, feignant d'être fatigué de la proximité des frères Gianna et de vouloir arrêter, en déménageant au Colorado, proposa à Torrio d'acheter la brasserie pour un demi-million de dollars. John, ne se doutant de rien, accepta l'affaire et finit par se retrouver en prison sous l'accusation de violation de la prohibition. Cela était aggravé par le fait que l'accusation était la deuxième et il n'y avait donc aucun moyen d'échapper à une peine de prison réelle. O'Banion, quant à lui, refusa de restituer l'argent de la brasserie et insista sur le fait qu'il ne savait rien. Torrio et Capone ne pouvèrent le supporter et, collaborant avec les frères Gianna, commencèrent à préparer l'attentat contre O'Banion. Pour cela, Frankie Yale fut de nouveau invité de New York. Et tout coïncida si parfaitement que Frankie n'avait même pas besoin de voyager incognito. À Chicago, Mike Merlo, un homme respecté par tous les immigrés italiens et même les gangsters, était mort. Aux funérailles arrivèrent des Italiens de tout le pays. Et l'arrivée de Yale n'éveilla aucun soupçon. Un second facteur qui joua en faveur de Torrio et Capone fut l'activité de fleuriste d'O'Banion. Ou plutôt, le fait que dans sa boutique de fleurs, tous les gangsters de Chicago commandaient des fleurs lorsqu'ils allaient à un enterrement. Par conséquent, l'arrivée de Yale dans son magasin ne pouvait pas être immédiatement interprétée comme une tentative de meurtre. Le 10 novembre 1924, Frankie Yale, avec 2 tueurs à gages des frères Gianna, John Scalise et Albert Anselmi, se rendit dans la fleuristerie d'O'Banion sous prétexte de commander des fleurs pour les funérailles de Mike Merlo. Dion, qui ne se doutait de rien et se trouvait au fond du magasin, se dirigea vers les 3 hommes qui venaient d'entrer. Il leur tendit la main pour saluer. Yale rendit la poignée de main, mais ses 2 complices sortirent leurs revolvers et commencèrent à tirer sur O'Banion. 2 balles le frappèrent à la poitrine, 2 à la gorge et une lui fracassa la mâchoire. Après quoi Dion s'effondra au sol. Les assassins tirèrent un coup de grâce à la tête et s'enfuirent du magasin. L'enquête de police, comme on pouvait s'y attendre, ne mena à rien. Comme toujours, personne autour n'avait rien entendu ni vu. Cependant, le monde criminel de Chicago comprenait parfaitement qui et pourquoi avait tué O'Banion, en particulier son successeur Hyman Weiss. Weiss chercha d'abord à atteindre Capone. La voiture d'Al fut criblée de balles, mais personne ne fut tué. Torrio fut moins chanceux. Weiss, avec son bras droit George Moran et 2 autres tueurs à gages, tira sur John juste sur le seuil de sa maison. Torrio, dont l'âge approchait alors les 50 ans, survécut, mais il comprit clairement que son idée d'organiser les contrebandiers de Chicago en une coalition ne fonctionnait plus seulement avec des accords. Elle devait être constamment soutenue par la force, ce qu'il ne voulait plus faire. En mars 1925, Torrio remit toutes les rênes du commandement à Capone et se retira des affaires, conservant pour lui 25% des bénéfices pour les 10 années suivantes, Cal lui versait d'abord en Italie, où il s'installa immédiatement depuis Chicago, puis à New York, où il revint en Amérique. La période la plus sanglante de l'histoire des guerres de la bière approchait. Capone, une fois à la tête du gang, tenta d'abord de s'asseoir à la table des négociations. Il était prêt à oublier les attentats contre lui et Torrio, pourvu que le bon fonctionnement de l'organisation soit rétabli, car l'attention constante de la police due aux fusillades dans la rue entre contrebandiers ne profitait à personne. Hyman Weiss ne voulut même pas l'écouter. Et puis les frères Gianna et les O'Donnell de l'Ouest, après le départ de Torrio, décidèrent qu'ils pouvaient arracher un morceau du gâteau de Capone. Ils ne comprenaient pas encore à qui ils avaient décidé de se mesurer. Al Capone, bien qu'il ait appris de Torrio à résoudre les problèmes pacifiquement, était beaucoup plus impitoyable que son maître. Et attaqué de toutes parts, sans hésiter, il passa à des mesures extrêmes et souvent sanglantes. Les chiffres le prouvent. Au total,
Un peu plus de 700 meurtres furent commis pendant les guerres de la bière à Chicago, dont 160 avant l'accession de Capone au commandement unique, les autres après. Pour commencer, Al s'occupa du gang Gianna, tuant l'un des frères, Angelo, puis les deux autres, Mike et Sam. Lorsque, désespérés, ils tentèrent eux-mêmes de tuer Capone. Avec les O'Donnell de l'Ouest, cela prit plus de temps. Furieux de la mort de leurs hommes, ils commencèrent à agir avec encore plus de désespoir. Capone tua le procureur adjoint lié aux O'Donnell. Un tollé colossal s'ensuivit, mais il fut impossible de prouver la culpabilité d'Al Capone. Après cela, Klondike O'Donnell se retira et il ne restait plus à Al qu'à s'occuper de Hyman Weiss. L'attentat contre le successeur d'O'Banion fut planifié dans le respect des meilleures traditions de Capone. La victime n'avait pratiquement aucune chance de survivre. Les hommes d'Al louèrent 2 appartements dont les fenêtres donnaient sur le magasin, souvent fréquenté par Weiss. La surveillance fut menée pendant plusieurs semaines et finalement, le 11 octobre 1926, Hyman, en compagnie de son avocat et de quelques gardes du corps, fut abattu par les hommes de Capone qui tirèrent depuis les fenêtres. De cette manière, tous les fauteurs de troubles furent éliminés et Al Capone fit ce que Torrio avait fait à la fin de 1922. Il réunit tous les contrebandiers et divisa tout Chicago en sphères d'influence. Les affrontements de rue et les meurtres cessèrent au moment de la signature de l'accord de paix de 1926. À ce moment-là, Capone avait le plus grand poids parmi les contrebandiers. Jugez par vous-même. Les Gianna et les O'Donnell du Sud s'étaient retirés des affaires. Saltis passait la majeure partie de son temps dans les stations balnéaires du Sud plutôt qu'à la contrebande. Klondike O'Donnell était sur le point d'être incarcéré pour la vente d'alcool. Le seul qui pouvait en quelque sorte gêner Capone était Joe Moran, mais nous parlerons plus tard de leur conflit, passé à l'histoire sous le nom de massacre de la Saint-Valentin. Maintenant, plongeons un peu dans la vie qu'Al Capone menait en tant que roi du crime à Chicago. Après le départ de Torrio, Capone transféra son quartier général à l'hôtel Métropole, louant au total un peu plus de 50 chambres. Dans 2 d'entre elles se trouvaient même des gymnases, et Capone insistait pour que ses hommes s'entraînent. Les couloirs étaient patrouillés par des hommes de main et il était constamment visité par des politiciens, des fonctionnaires municipaux, des propriétaires de saloons et de maisons closes pour la résolution de diverses questions. Des policiers en uniforme allaient et venaient, ignorant les hommes de main, les jeux de hasard ouvertement menés, les prostituées, les bars illégaux directement dans les halls, sans parler des boîtes de nuit aux étages supérieurs. Une manière aussi ouverte de mener des affaires illégales ne pouvait exister sans de sérieuses connexions au plus haut niveau du pouvoir de Chicago. Capone investit environ 260 000 $ dans la campagne électorale de Bill Thompson. Bill gagna et le maire qui revint à la tête de la ville était celui qui avait acquis la réputation du politicien le plus corrompu de Chicago. Capone, à son tour, obtint l'accès à la haute société. En mai 1927, le pilote italien Francesco de Pinedo, qui effectuait un vol autour du monde en l'honneur de l'Italie fasciste, devait atterrir à Chicago. Les Italiens les plus illustres de la ville, dont même le consul d'Italie, se rassemblèrent pour l'accueillir. Mais malgré la foule en liesse, l'un des premiers à saluer Pinedo fut Al Capone. La police craignait des troubles antifascistes et décida que la présence de Capone calmerait les esprits rebelles plus rapidement que les équipes de patrouille. La haute société ressentait une crainte révérencieuse à collaborer avec Capone, croyant qu'il valait mieux avoir à portée de main un tigre apprivoisé et courtois. Il était considéré comme un homme extrêmement dangereux, qui irradiait la force et violait constamment la loi, un assassin impitoyable qui avait envoyé dans l'au-delà des dizaines, sinon des centaines de personnes. Mais les gens respectables de Chicago se sentaient en sécurité à côté de Capone et éprouvaient du plaisir à converser avec lui. Il s'habillait bien, parlait et se comportait de manière appropriée. Un contemporain décrivit Capone comme une personne extrêmement amicale, qui vous aurait sûrement serré la main à la rencontre et vous aurait gratifié d'un sourire agréable, presque servile. Il souriait souvent, avec facilité et naturel. Capone était très généreux. Chaque Noël, il dépensait des sommes fabuleuses en cadeaux. Son apparence était toujours soignée, moderne, voire magnifique. Les gens utilisaient ce mot pour s'attirer les faveurs du patron. Capone devint une attraction. Les touristes, désireux de voir quelque chose lié à Capone, se rendaient à l'hôtel Hawthorne, connu comme le château de Capone. Même ses déplacements en ville, Capone les transformait en un véritable spectacle. Sa voiture se révélait être une forteresse sur roues, précédée d'une berline remplie de gardes du corps. Les curieux se pressaient sur les trottoirs et un véritable spectacle se déroulait. Capone, confortablement installé sur la banquette arrière de la voiture blindée, dans l'un de ses 20 costumes, faits sur mesure, chacun coûtant 135 $,
Le long manteau de Capone coûtait 195 $. À cette époque, Maurice Rothschild, propriétaire d'un magasin de vêtements luxueux, vendait ses meilleurs costumes à 81 $. Pour les promenades à pied en ville, un peloton entier était employé. Jusqu'à 18 gardes du corps entouraient leur chef selon le lieu et l'état actuel de tension entre les gangsters. La garde régulière était composée de 10 personnes. 4 étaient devant, 4 derrière, 2 sur les côtés. Au théâtre ou à l'opéra, Capone achetait des places supplémentaires afin que les gardes du corps l'entourent, lui et ses invités. Naturellement, un tel luxe et de telles dépenses exigeaient des revenus royaux. Malgré les cauchemars de 1926, le procureur général Edwin Olson estima que le chiffre d'affaires annuel des affaires de Capone s'élevait à 70 millions de dollars. Les journaux estimaient le revenu personnel de Capone à pas moins de 3 millions. Et selon les estimations de l'Agence des revenus des États-Unis, en 1927, avec l'avènement de la paix et l'augmentation de l'influence de Capone, le chiffre d'affaires total dépassa les 100 millions de dollars. 60 millions provenaient de la contrebande d'alcool, 24 des jeux de hasard, 10 millions des maisons closes, des salles de danse et des hôtels de banlieue. 10 millions supplémentaires entraient dans la catégorie divers, y compris le racket. Outre les dépenses pour les pots de vin, les vêtements, la nourriture et les autres nécessités quotidiennes, Hall dépensait beaucoup dans les jeux de hasard et l'organisation de fêtes. Capone emportait souvent 50 000 $ pour jouer au dé, pas moins de 1 000 $ par main. Peut-être aimait-il embarrasser les autres joueurs avec de telles mises. 50 ou 100 000 $ pouvaient nous partir dans les courses de chevaux. Au printemps 1927, Capone dit à des amis « J'ai perdu 1,5 million entre les chevaux et les dés ces 2 dernières années. Et croyez-moi, je ne le regrette absolument pas. Si quelqu'un me donnait 1 million, je le miserais tout de suite sur le premier cheval qui me plaît. » Rien ne pouvait calmer la passion de Capone pour les jeux de hasard. Et la passion pour les fêtes n'était pas moindre que l'amour du jeu. Capone pouvait occuper un établissement pour plusieurs centaines d'amis et de collègues, jetant 5 000 $ au propriétaire et n'acceptant pas la monnaie. Les banquets à l'hôtel Métropole duraient 2 jours et coûtaient en moyenne 1 800 $. Et les fêtes organisées à l'occasion d'un événement étaient encore plus grandioses. En 1927, elle organisa une semaine de festivités en l'honneur du match de boxe entre Jack Dempsey et Gene Tunney qui coûta 50 000 $. Les pauvres, les escrocs, les anciens détenus, les personnes ayant connu une vie difficile percevaient Capone comme quelqu'un de sociable et d'ouvert. Un policier à la retraite se souvient encore de l'histoire d'une vieille femme expulsée de son appartement pour non-paiement de loyer. Capone envoya un camion pour ramasser les quelques biens de la pauvre vieille jetés sur le trottoir. Ces hommes ramassèrent soigneusement les affaires et les transportèrent dans un nouvel appartement payé par Capone. Et lorsqu'il y eut le krach boursier de 1929, Capone fut parmi les premiers à ouvrir une série de cuisines où l'on distribuait gratuitement de la soupe. Mais Capone n'était pas seulement aimé pour sa générosité. Les gens admiraient son pouvoir. Une fois, l'un des secrétaires de Capone eut un problème téléphonique avec un représentant du tribunal. Prenant le téléphone, sans préambule, Capone prononça le nom de la personne qui avait causé des problèmes, puis qui hurla « Il me semble que j'ai déjà dit qu'il devait être licencié ». Le secrétaire d'à côté entendit quelques grincements de l'autre côté. « Où l'avez-vous oublié ?» continua Capone. « La prochaine fois, n'oubliez pas. En dehors du bureau, dans ses rapports avec les gens, Capone était un vrai gentleman. » Mais on ne peut pas dire qu'Hall se contentait de distribuer de l'argent aux pauvres, d'organiser des fêtes et de dilapider d'énormes sommes dans les jeux de hasard, tandis que d'autres lui gagnaient cet argent. Non, il travaillait lui-même énormément. Capone gérait un immense empire en pleine croissance grâce à un grand talent de manager, admiré même par les critiques. Les visiteurs du bureau de Capone au Métropole le trouvaient en chemise, assis à son bureau submergé de papier, avec 9 téléphones sonnant simultanément. Les conversations avec Capone étaient constamment interrompues, intimées par des demandes urgentes d'instructions et diverses décisions. Dans sa vie privée, malgré son attachement immuable à May, Capone ne fut pas fidèle à sa femme. Mais tout cela se passait en dehors de la maison. En famille, il devenait un homme au foyer. Au début de 1927, Capone rencontra un journaliste à la porte, vêtu d'un tablier rose, affairé à préparer la sauce pour les spaghettis. Il aimait se détendre en robe de chambre et pantoufles, jouant avec son fils adoré. En 1927, Capone était à l'apogée de son pouvoir, jouissant du soutien de la force la plus grande et la mieux organisée du monde criminel et entretenant d'excellentes relations avec le maire Bill Thompson. Il semblait invulnérable. Cependant, à partir du printemps, Capone subit une série d'attentats. Joe Aiello, qui s'occupait des assurances pour les immigrés italiens et avait une grande influence sur les Italo-Américains de Chicago, était extrêmement mécontent du fait que Capone ait installé l'un des siens à la présidence de l'Union sicilienne. Cela irrita à tel point l'égocentrique Aiello qu'il déclara une véritable chasse au principal contrebandier de Chicago. D'abord,
Aiello promit au chef de l'un des restaurants préférés de Capone dans la petite Italie de lui verser 10 000 $ s'il mettait de l'acide cyanhydrique dans la nourriture de Capone. Le chef, bien sûr, le rapporta à Capone. Puis Aiello offrit 50 000 $ à quiconque enverrait Capone dans l'au-delà. À partir de mai 1927, au moins 4 gangsters tentèrent d'éliminer Capone. Un de New York, un autre de Cleveland et 2 autres de Saint-Louis. Mais le réseau de renseignement de Capone couvrait toute la ville. Presque tous les serveurs, les bookmakers, les vendeurs ambulants, les chauffeurs de taxi, les vendeurs de journaux, les policiers, même les mendiants étaient ses espions. Les tueurs à gages étaient retrouvés morts avant même que Capone n'en ait connaissance. Aux attentats, Al répondit par une fusillade à la boulangerie du frère d'Aiello et par un avertissement que Joe devrait cesser de tenter de le tuer et quitter la ville. Aiello prit l'avertissement au sérieux et disparut de Chicago pour un temps. Après avoir réglé son compte à Aiello, Capone se tourna vers la presse, déclarant qu'il était fatigué des attentats et qu'il quitterait Chicago pour un temps. Après être allé aux courses de chevaux à Tijuana et avoir visité les studios de cinéma à Los Angeles, elle sentit sur lui l'attention omniprésente de la police. Ni là ni là, les autorités ne désiraient le voir. À chaque gare, le train à bord duquel voyageait Capone était accueilli par des équipes de police attendant quelques bravades d'Al. Mais ce ne fut pas seulement le repos qui fut gâché. De retour à Chicago, Capone fut immédiatement arrêté pour possession illégale d'armes et sa maison était constamment encerclée par des policiers. Le chef de la police, Hughes, expliquait ainsi ses ordres. « Nous ne voulons pas que Capone reste à Chicago, c'est pourquoi nous essayons de lui rendre la vie aussi inconfortable que possible. Mais nous ne l'empêcherons pas d'aller à la gare et de prendre un train qui l'emmènera loin. » Capone fut contraint de quitter de nouveau la ville. Cette fois, il se dirigea vers la Floride. Capone appelait la Floride le jardin d'Amérique, l'Italie solaire du Nouveau Monde, où la vie est belle et abondante, et même les plus pauvres se sentent heureux. Capone était attiré non seulement par le climat et l'atmosphère tropicale, mais aussi par la couleur locale, la chaleur intense en plein hiver, les fleurs méditerranéennes et l'air frais. À Miami, les casinos à l'ancienne avaient déjà disparu et les machines à sous étaient en usage, résonnant dans presque chaque magasin et dans les hall-bars des hôtels. La police complétait ouvertement son salaire en escortant ces machines. C'était une ville faite pour Capone. Il avait toujours voulu y posséder une maison et était sûr que de nombreux amis voudraient le rejoindre. De plus, racontait Capone, « J'ai l'intention d'ouvrir un restaurant ici. » Il voulait rejoindre le réseau des clubs Rotary, si la direction l'acceptait. Pendant ce temps, la chambre de commerce de Miami Beach jura de chasser Capone de la ville et le club féminin local et un groupe civique qui se faisait appeler le Comité des 100 commencèrent à demander au maire de Miami, Newton Loomis Jr., de prendre des mesures. Loomis comprenait parfaitement que le départ de Capone pourrait priver Miami d'excellents apports d'argent. Il conseilla à Al de ne pas apparaître en public tant que l'opinion publique n'aurait pas oublié sa présence en ville. Capone suivit le conseil, mais continua à nouer de nouvelles amitiés avec des personnes qui lui étaient loyales. En particulier, il s'attira les bonnes grâces du propriétaire de Ponce de Léon, Parker Henderson Jr., fils de l'ancien maire de Miami. C'est par son intermédiaire que fut effectué l'achat de la maison sur Palm Avenue. Henderson signa tous les documents hypothécaires et après 6 mois, il réenregistra la propriété au nom de May. Capone commença la construction et sous sa supervision travaillèrent des équipes d'entrepreneurs qui s'occupaient des intérieurs, des travaux de rénovation proprement dit et de l'aménagement paysager. Capone organisa la construction d'un quai pour hors-bord, de nouveaux garages, un hangar à bateaux, des allées en mosaïque, des jardins de rocailles et des fontaines. Il ne ménagea pas ses dépenses et investit entièrement dans son temple, comme il l'appelait. Une fois, lorsqu'un ouvrier, la journée terminée, dit « Au revoir, monsieur Capone », une voix se fit entendre. « Entrez ». En entrant dans la maison, les ouvriers trouvèrent une table dressée. L'abondance de plats évoquait l'idée d'un banquet festif, et cela se répétait chaque jour. Monsieur Capone nous traitait comme des rois, afin que nous fassions un travail de qualité, racontait l'un des ouvriers. Telle était la stratégie de Capone, et elle s'avéra efficace non pour la première fois. La maison était magnifique. Pendant ce temps, Al n'avait pas à se soucier de ce qui se passait à Chicago avec son syndicat. Le système était bien huilé et à la tête se trouvèrent des personnes de confiance. Frank Nitti, ancien garde du corps de Capone, était le directeur opérationnel, Jack Guzik s'occupait des finances, Ralph Capone de la distribution de la bière et ainsi de suite. Chaque secteur avait son homme de confiance et tous obéissaient à Capone. L'organisation de Capone n'était pas une entité monolithique, mais une union de nombreux entrepreneurs. Chacun d'eux, ayant une part des profits totaux, possédait parallèlement des hôtels, des bars illégaux, des restaurants, des cabarets et avait des intérêts dans divers secteurs du racket. Une partie des profits, naturellement, revenait à l'organisation de Capone. Une large masse de travailleurs de rang inférieur
en revanche, recevaient un salaire régulier. Cependant, même pour eux, des conditions de croissance et de prospérité avaient été créées. Ainsi, un chauffeur, qui gagnait 500 $ par semaine, rêvait de se consacrer à la gestion d'une agence de paris dans la pleine conviction de réussir à augmenter son revenu jusqu'à 3000 $ par semaine. La seule chose qui aigrit Capone pendant son séjour en Floride fut la trahison de Frankie Yale. Frankie soutenait Joe Aiello et quand Capone le dépassa en installant l'un de ses hommes à la présidence de l'Union sicilienne, il n'en fut pas du tout content. Le whisky de contrebande de Capone arrivait au port de New York. Là, sa réception et son transport sûr en ville étaient assurés par le gang de la Main Noire. Au printemps 1927, la plupart des camions ne purent traverser Brooklyn. Par ces canaux, Capone découvrit que derrière les vols se trouvait Frank Yale. Elle ne put se venger immédiatement. Il était occupé par les élections politiques à Chicago et, selon des sources non confirmées, par le traitement de la syphilis. Du moins, les signes de la maladie découverte cette année-là disparurent. La mort atteignit Yale seulement à l'été 1928. Capone, en compagnie de 6 tueurs à gages, assassina Yale directement sur son territoire à Brooklyn. La police, comme toujours, ne put rien prouver. Joe Aiello, apprenant la mort de Yale, revint aussitôt à Chicago et reprit la guerre contre Capone. Sur son ordre furent tués le président de l'Union sicilienne, puis aussi son successeur, également installé par Capone. Aiello fut d'autant plus audacieux cette fois-ci qu'il agissait avec l'aide de Moran, dont le gang était plus puissant que le sien, et pouvait défier Capone à armes égales. En 3 mois, 15 personnes liées à Capone furent tuées, et les entrepôts d'alcool subirent des attaques continuelles. Mais on ne peut pas dire qu'Hal, durant cette période, ne réponde pas du tout. Il conçut un plan qui allait entrer dans l'histoire sous le nom de massacre de la Saint-Valentin. Après l'armistice de 1926, Capone fournit un certain temps à Moran du whisky de contrebande. Puis celui-ci refusa et trouva des fournisseurs moins chers. Cependant, la qualité du whisky était telle que les bars refusèrent de l'acheter et Capone n'avait plus l'intention de faire des livraisons pour Moran. Ce dernier ne trouva rien de mieux que de commencer à dévaliser les entrepôts de l'Italien. C'est alors que naquit le plan de vengeance astucieux et bien conçu d'Al Capone. Premièrement, les hommes de Capone louèrent des chambres dans une maison en face du principal entrepôt de Moran et établirent une surveillance 24 heures sur 24. Deuxièmement, ils trouvèrent et corrompirent des voleurs de voitures qui devaient offrir à Moran le whisky de Capone, apparemment volé. Moran accepta l'affaire. La livraison de la marchandise devait avoir lieu le matin du 14 février 1929 au principal entrepôt de Moran. À l'heure convenue, les hommes de Moran commencèrent à se rassembler dans l'entrepôt. Au total, 7 personnes avaient réussi à arriver lorsque le poste d'observation dans la maison d'en face donna le signal aux hommes de main de Capone d'agir. Moran lui-même arriva à l'entrepôt. Immédiatement, une voiture de police s'approcha du portail principal. 2 hommes en uniforme de policier entrèrent par l'entrée principale. 2 en civil suivirent vers la porte arrière du bâtiment. Voyant les officiers en uniforme, les hommes de Moran pensèrent que c'était une énième descente. Ils prendraient d'abord les armes, puis les effrayeraient un peu, et enfin prendraient un pot de vin et s'en iraient tranquillement. Ils n'avaient aucune intention d'opposer de résistance. Les officiers, quant à eux, les alignèrent tous les 7 le long du mur, prirent leurs armes et donnèrent le signal aux hommes en civil. 2 hommes avec des mitraillettes Thompson entrèrent dans l'entrepôt et se positionnèrent sur les côtés. Au centre restèrent les policiers avec les fusils à pompe. Se regardant, ils ouvrirent le feu simultanément. La cartouche du fusil à pompe et 70 balles des Thompson transformèrent les hommes de Moran en lambeaux de chair immobiles et criblés de balles. Plutôt smart pour simuler une arrestation, les pseudo-policiers emmenèrent leurs complices sous la menace des fusils à pompe, les firent monter en voiture et les emportèrent dans une direction inconnue. La seule chose dans laquelle une erreur fut commise fut l'identification de Moran. Les hommes de Capone se trompèrent. Et ce n'est pas Moran qui arriva à l'entrepôt, mais l'un de ses hommes, vêtu de vêtements similaires. Moran, quant à lui, s'approchait juste au moment où arrivait la voiture de la pseudo-police, et prenant tout cela pour une descente, se retira avec succès. Néanmoins, dans l'entrepôt furent tués les hommes clés de Moran. Et à Chicago éclata un tel tollé que Moran disparut de la ville pour un temps, et à son retour, il ne causa plus de problèmes à Capone. Et comme toujours, rien n'indiquait directement l'implication de Capone. D'autant plus qu'à cette période, il se trouvait en Floride, et beaucoup pouvaient le confirmer. La police ne put rien prouver. Pendant ce temps, le long séjour en Floride, où Hal se rendait de plus en plus souvent, ne pouvait manquer d'affecter les humeurs au sein du gang. À Chicago, le nouveau président de l'Union sicilienne, Joseph Giunta, et 2 tueurs à gages, Albert Anselmi et John Scalise, décidèrent donc qu'ils étaient capables de détrôner Al Capone du trône criminel. La seule chose qu'ils n'avaient
pas prise en compte était le système de renseignement de Capone qui couvrait toute la ville. Elle fut mise au courant du coup d'État en préparation avant même que le plan ne soit conçu. Et comme toujours, Capone orchestra parfaitement les meurtres de ses ennemis. Un banquet somptueux fut organisé pour les personnes les plus importantes de l'organisation, auquel fut également invité le trio de traîtres. La salle à l'arrière d'un casino de rue fut choisie comme lieu. Tout commença comme un dîner normal. Entrée, plat principal, dessert. Lorsque les invités furent repus, Capone déclara devant tous Scalise, Anselmi et Giunta d'Ezra, puis il prit une batte de baseball et commença personnellement à les frapper. Après les coups, les conspirateurs, à peine vivants, furent fusillés et emmenés dans un endroit isolé loin du casino. Après s'être débarrassé des menaces internes et externes, Capone se consacra à ce qu'il entendait faire depuis longtemps. Il réunit tous les chefs des gangs de l'Est et du Midwest à l'hôtel Président d'Atlantic City. La contrebande d'alcool, les jeux de hasard et la prostitution leur valaient une réputation de plus en plus exécrable. Capone proposa de mettre fin aux affrontements constants et de signer des accords qui réglementeraient tout rigoureusement. Tous furent d'accord et signèrent. Ces accords étaient basés sur le schéma que Torrio avait proposé à Chicago avant même 1923 et que Capone avait cherché à mettre en œuvre depuis lors. Ainsi se forma la structure de la mafia américaine avec la division en familles et territoires que nous connaissons aujourd'hui. Lors de cette même réunion, il fut décidé que Capone ferait bien de disparaître pendant un certain temps. Les 3 traîtres qu'il avait tués étaient des Siciliens, un peuple fougueux qui, sous l'emprise des émotions, aurait pu causer des dommages, ce qui n'aurait pas bénéficié à l'alliance nouvellement formée. Capone décida de passer ce temps en prison et se fit arrêter délibérément à Philadelphie pour possession d'armes. La seule chose qu'il n'avait pas prévue était la durée de la détention. Le juge lui donna 1 an alors qu'il comptait sur quelques mois. Et pendant cette période, l'Agence des revenus enquêtait activement sur Capone et son entourage le plus proche. La seule organisation qui réussit à enfermer Al Capone en prison pour une longue période fut l'Agence des revenus des États-Unis. Le temps passé par Capone dans la prison de Philadelphie fut productif pour l'Agence des revenus, qui porta des accusations d'évasion fiscale contre 3 figures clés de son organisation. Son frère Ralph, Jack Guzik, responsable de toutes les questions financières, et Frank Nitti, le bras droit d'Al. Le roi de Chicago était le suivant. Al, contrairement à ses hommes, ne laissait pratiquement aucune preuve écrite de la réception d'argent de quelque activité que ce soit, et l'Agence des revenus aurait très bien pu classer l'affaire faute de preuves. Mais Capone s'était élevé trop haut pour s'en sortir si facilement. Il jouissait d'une notoriété publique, il était de fait le symbole de Chicago. Ce fut précisément sa popularité auprès des masses et sa réputation de criminel numéro 1 qui catalysèrent la décision de l'État d'incarcérer Capone à tout prix. En premier lieu, le président de l'époque, Herbert Hoover, s'y intéressait. Les années de son mandat coïncidaient précisément avec la période de la Grande Dépression. Le pays était appauvri et les gens blâmaient Hoover pour cela. Incarcérer Al Capone, le criminel numéro 1 qui vivait dans le luxe alors que la moitié du pays mourait de faim, aurait été une magnifique manœuvre de diversion pour redorer la réputation du président. De plus, il se murmurait que Hoover nourrissait une antipathie personnelle pour Capone. Dès son investiture, en tant que chef de l'État, il s'arrêta dans l'un des hôtels de Floride, où Capone se trouvait au même moment. Les invités ignorèrent complètement le président et dédièrent toute leur attention aux gangsters. L'égocentrique Hoover garda longtemps rancune. Vrai ou non, la réunion du cabinet des ministres commençait chaque fois par la question « Ont-ils attrapé Capone ?» Deuxièmement, la réputation de Chicago en tant que ville d'Al Capone entravait les grandes entreprises. Il était difficile d'attirer des investissements quand tout le monde pensait que votre ville était dirigée par un bandit. Ainsi fut formée la Gangster Squad, ou les 6 secrets, une assemblée d'importants hommes d'affaires de Chicago qui financèrent l'enquête contre Capone. Sur ordre de Hoover, 2 groupes furent créés. Le premier, dirigé par Elliot Ness, reçut le nom populaire de Les Incorruptibles. Il s'occupait directement des violations de la prohibition par Capone. Le second, dirigé par Frank Wilson, représentait l'Agence des revenus et cherchait des indices qui pourraient prouver les profits de Capone. Car sur le papier, Al n'avait pas un sou. Dans une large mesure, les Incorruptibles, sans même s'en douter, servèrent de manœuvre de diversion pour la véritable enquête, capable d'incarcérer Capone. Ils menaient sous des raids dans les entrepôts d'alcool, arrêtaient de petits contrebandiers et attiraient par tous les moyens l'attention sur eux, laissant dans l'ombre la véritable force. Le premier indice entre les mains de Wilson fut un livre de comptes saisi lors d'une descente de police dans un casino quelques années auparavant. Il contenait une inscription du transfert d'argent de Frank à Al. Cela aurait pu devenir un fait de revenus supplémentaires. Il ne restait plus qu'à prouver qu'il s'agissait bien d'Al Capone. Pour ce faire, l'équipe de Wilson recueillit des échantillons d'écriture de tous ceux qui appartenaient à l'organisation de Capone et les compara avec l'écriture du livre. La personne qui tenait ces registres s'avéra être Leslie Shumway. Leslie confirma à Wilson que le propriétaire de ce casino était bien Al Capone. Sur la base des témoignages de Shumway, Wilson réussit à formuler des accusations d'évasion fiscale contre Al Capone. Les avocats de Capone, comprenant qu'il serait extrêmement difficile de gagner une telle affaire, firent une transaction. Capone
Capone devait plaider coupable et recevoir 2 ans et demi de prison, ce qui n'était pas mal du tout. Tout fut gâché par le juge Wilkerson. Ayant appris l'accord, Capone commença à raconter à ses amis et connaissances qu'il s'en sortirait avec 2 ans et demi de prison. Cela parvint aux oreilles du juge Wilkerson, qui était responsable de l'affaire. Les récits de l'accusé avant le procès sur la peine qu'il recevrait faisaient apparaître le juge aux yeux de l'opinion publique comme un jouet dans la poche de Capone. Le fier Wilkerson ne pouvait le permettre et annula l'accord dès la première audience. Capone dut retirer son aveu de culpabilité. Elle comprit qu'un juge aussi partial lui infligerait une lourde peine, clairement supérieure aux 2 ans et demi de prison. La seule chose qui restait était d'attirer le jury de son côté. Pot de vin, promesses de carrière, menaces, tout cela aida à disposer le collège des jurés de la manière souhaitée. Mais Wilkerson comprit parfaitement comment Capone allait agir, et au dernier moment, il changea la composition du jury. Il était désormais composé de personnes soit hostiles à Capone, soit ne sachant rien de lui. Entre les audiences, ils vivaient à l'hôtel. Il leur était interdit de sortir et de recevoir des invités. La nourriture était apportée directement dans leur chambre. Il n'y avait pas de téléphone, et chaque chambre était surveillée. Il était pratiquement impossible de les influencer. Ils avaient été isolés du monde extérieur. Le procès contre Capone dura 4 mois et, à l'automne 1931, il fut déclaré coupable de 3 chefs d'accusation sur 23. Il reçut 10 ans de prison fédérale et 1 an et demi de prison de district. 11 ans et demi de réclusion pour un homme qui s'attendait à 2 ans et demi. Capone était anéanti. Les 6 premiers mois, tandis que les avocats tentaient de faire appel, Hall les passa dans la prison du comté de Cook, où il continua à diriger l'organisation, recevant des visiteurs sans entrave à toute heure du jour et de la nuit. Puis il fut transféré à la prison fédérale d'Atlanta, où commença la véritable détention. Selon les souvenirs des agents pénitentiaires, Capone était un détenu idéal. Il ne s'immisçait pas dans les conflits, exécutait tous les ordres et suivait rigoureusement le programme quotidien établi. Un tel comportement était dû au désir de Capone de réduire sa peine grâce à sa bonne conduite. Cependant, cela ne signifiait pas qu'Hall était un détenu ordinaire. Il organisa la contrebande d'argent hors des murs de la prison et avait toujours les moyens de s'attirer les faveurs, tant des gardiens que des détenus ordinaires. Il n'avait pas besoin de prouver son autorité par la force ou de s'immiscer dans des conflits. Les billets verts froissés faisaient cela pour lui. Il lui ouvrait également la possibilité de diriger l'organisation criminelle de Chicago par correspondance commerciale non censurée. Naturellement, cela ne plaisait pas du tout aux autorités fédérales. Il fut décidé de transférer Capone dans la prison nouvellement créée sur l'île d'Alcatraz. Pendant les années de son existence, la prison d'Alcatraz était appelée la Terre du Diable ou l'Enfer sur Terre. L'île est située dans la baie de San Francisco et est entourée de toutes parts par des eaux froides. Pendant toute la durée de la prison, il n'y eut pas une seule évasion réussie avérée. Les détenus y étaient principalement les criminels les plus violents. Il était interdit aux détenus toute correspondance, sauf des lettres, aux avocats ou aux parents les plus proches, et il ne pouvait être visité que par des membres de la famille non condamnés 2 fois par mois sur demande préalable. De là, Capone ne pouvait plus diriger l'organisation. Il ne pouvait même plus s'attirer les faveurs des gens de sa manière habituelle. Les gardiens n'acceptaient pas de pots de vin, et les détenus n'avaient pas où dépenser l'argent. Capone se transforma vraiment en un détenu ordinaire. De plus, il commençait à perdre de son autorité. La seule façon de gagner le respect parmi les détenus d'Alcatraz était la désobéissance à l'administration pénitentiaire. Capone, qui souhaitait réduire sa peine grâce à sa bonne conduite, ne pouvait se permettre un tel comportement, ce qui lui valut l'antipathie d'une partie des détenus. On ne peut pas dire que Capone n'ait pas eu d'amis à Alcatraz, mais il avait décidément plus d'ennemis. Le gangster numéro 1, qui ne soutenait aucune des nombreuses révoltes, devint rapidement le détenu le moins important pour la plupart des habitants de la prison. Capone était constamment attaqué et cherchait à être humilié. Il fut sauvé des agressions physiques uniquement par sa taille imposante et ses compétences pugilistiques entraînées. Le point culminant de tout cela fut l'aggravation de la syphilis, en particulier la manifestation de signes de démence syphilitique qui entraînent des lésions cérébrales et une paralysie du corps. Au moment de sa libération de prison en 1939, Capone présentait un langage déformé et une démarche traînante, mais il conservait encore une conscience claire. Sorti de prison, Hall suivit une cure d'1 an à Baltimore, après quoi il se rendit dans sa maison à Miami. Capone passait la majeure partie de son temps en robe de chambre, pêchant depuis le quai ou jouant aux cartes. Parfois, il visitait les boîtes de nuit où il s'asseyait tranquillement aux tables au fond de la salle, ou allait dîner avec sa femme dans les restaurants. Chaque année, l'état de Capone s'aggravait. Sa mémoire commença à le trahir. Ses jambes se décollaient de moins en moins du sol lorsqu'il marchait. Et en 1946, les médecins constatèrent qu'Hall avait l'esprit d'un enfant de 12 ans. Le coup final fut l'accident vasculaire cérébral qui frappa Capone. Cela se produisit le 20 janvier 1947. Il fut enterré aux côtés de son père et de son frère Frank dans le cimetière de Chicago. Sur la tombe de Capone fut érigée une pierre de granit noir de 2 mètres et demi de haut sur laquelle, au-dessus des noms italiens de Gabriel et Frank, fut ajouté Alphonse Capone.